Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. C'est l'heure du journal de l'Afrique. On commence avec les titres de cette édition. Une manifestation est prévue ce mercredi en République démocratique du Congo. L'opposition veut protester contre des irrégularités qui auraient entaché, selon elle, les élections générales dans le pays. Cette manifestation devrait être interdite par les autorités. Les candidats à la présidentielle du 25 février au Sénégal ont jusqu'à ce soir minuit pour déposer leur candidature. Parmi eux, l'opposant Ousmane Sonko qui a donné son dossier au Conseil constitutionnel. La liste des candidats retenus sera publiée le 20 janvier. Et puis on s'intéressera à cette technique ancestrale inscrite il y a quelques semaines au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La gravure sur métaux, très pratiquée au Maghreb. Mais dans la région, les artisans peinent à perpétuer leur savoir-faire. On ouvre ce journal avec cette manifestation prévue demain en République démocratique du Congo. Un rassemblement pour protester contre le déroulement des élections des 20 et 21 décembre. Il devrait être interdit par les autorités qui estiment qu'il a pour but de mettre à mal le processus électoral. On écoute les précisions d'Aurélie Bazara Kibangula, notre correspondante à Kinshasa. Les premières tendances sont données par la commission électorale ici au centre Bossolo, circonscription par circonscription. Des résultats au compte-gouttes donc, c'est une première dans le pays. Les résultats provisoires entiers doivent être annoncés au plus tard le 31 décembre. Mais déjà, l'opposition et une partie de la société civile les contestent et exigent l'annulation des élections. Plusieurs candidats de l'opposition ont appelé à une marche pour dénoncer, je cite, un simulacre d'élection entaché d'irrégularités. Alors le premier jour des scrutins, de nombreux bureaux de vote ont ouvert avec du retard en raison des délais de livraison du matériel électoral. Le vote a dû être prolongé sur plusieurs jours. Alors le gouvernement reconnaît que ces élections, je cite, n'ont pas été parfaites, mais affirme que ces irrégularités sont minimes sur l'ensemble des 75 000 bureaux de vote que compte le pays. Le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a déjà annoncé vouloir interdire cette marche et en appelle au fair-play des candidats. Nous sommes le 26 décembre et cette date était importante aujourd'hui au Sénégal puisque les candidats à la présidentielle du 25 février ont jusqu'à ce soir minuit pour déposer leur candidature. Ils étaient nombreux aujourd'hui à défiler devant le Conseil constitutionnel pour soumettre leur dossier. Notre correspondant Eliman Dao était sur place à Dakar. Sur plus de 200 candidats à déclarer, seuls 30 avaient déposé leur candidature avant ce 26 décembre. Dernier jour pour le dépôt des candidatures pour la présidentielle du 25 février 2024. La question que tout le monde se pose est de savoir si Ousmane Sonko a déposé sa candidature. Oui, selon sa formation politique. Il reste maintenant à savoir si celle-ci sera validée, car la présidentielle au Sénégal est devenue de plus en plus sélective. En 2019, sur 30 candidatures, seules 5 avaient été acceptées par le Conseil constitutionnel. Les mandataires que l'on a croisés depuis ce matin se veulent toutefois optimistes. Donc nous ne pensons même pas qu'on va nous dire qu'un seul des pièces que vous avez présentées n'est pas valable. C'est pourquoi nous gardons confiance. On a 48 548 parrains. Le nombre demandé, c'était 42 000. On a atteint ce nombre-là. La caution est là. Donc qu'est-ce qui nous empêche d'être valable? Je ne le vois pas. Après la fermeture des dépôts des candidatures, le Conseil constitutionnel aura un peu moins d'1 mois pour examiner tous les dossiers de candidature avant de publier la liste définitive des candidats retenus pour le scrutin le 20 janvier. Va-t-il y avoir une rupture totale de carburant en Guinée? C'est en tout cas ce que redoute la population. Plus d'une semaine après l'incendie qui a touché le principal dépôt de carburant du pays et fait 23 morts. Conakry est toujours frappé par une pénurie d'essence et de longues files d'attente se forment tous les jours dans les stations-service. Les précisions de notre correspondant en Guinée, Malik Diakité. Ici, comme dans plusieurs autres stations que nous avons sillonnées ce matin, de longues files d'attente interminables, des véhicules de particuliers, taxis, minibus, motos et même des tricycles. Depuis 5 jours, c'est le parcours du combattant pour trouver du carburant à Conakry. J'ai fait au moins 10 à 15 000 comme ça. Mais avant-hier, j'étais là, j'ai fait plus de 4 heures du temps. J'ai respecté la queue depuis derrière là-bas. Mais je n'ai pas eu de carburant. Je suis rentré, j'étais patient aujourd'hui, je suis venu. Dieu merci aussi là aujourd'hui, je peux avoir mon carburant, je rentre chez moi. J'ai peur qu'il y ait une rupture et puis après que ça fatigue tout le monde. Et je crains également qu'il y ait une augmentation du carburant.
Parce que si jamais, avec cette difficulté que la population vit actuellement, si on augmente encore le prix du carburant, ça va être chaud pour les citoyens pour gérer cela. Dans les quelques stations-service qui ont encore de l'essence, des agents sont postés pour veiller au respect des consignes données par les autorités. Les consignes données notamment sont donner 25 litres d'essence aux automobilistes, les véhicules, et 5 litres pour les motos et les tricycles. Et là aussi l'interdiction formelle de servir en bidon pour rationaliser le stock de carburant qu'il y a à disposition actuellement. Le gouvernement, qui n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment, a commencé à importer du carburant de la Sierra Leone voisine. Les premiers effets se font déjà sentir. Dans quelques endroits de la capitale, le transport a presque doublé en une semaine. On part maintenant en Afrique du Sud et cette question qui se pose, que reste-t-il de l'héritage de Nelson Mandela ? 10 ans après sa mort, sa demeure est laissée à l'abandon et sa fondation manque de moyens, sans oublier les querelles de famille qui entachent aujourd'hui son nom. C'est un reportage de Caroline Dumay, Graham Walsh et Eunice Masson. C'est dans cette maison de Johannesburg que Nelson Mandela vivait quand il était président. Mais la demeure qui a accueilli les plus hauts dignitaires du monde est aujourd'hui abandonnée. Mandela avait précisé dans son testament que ses petits-fils pouvaient y habiter. Mais personne n'a réglé les arriérés de factures qui s'élèvent à plus de 20 000 €. Nous avons retrouvé l'un des petits-fils. Il déplore l'attitude du trust censé gérer l'héritage de son grand-père. La facture d'eau était trop élevée. On a trouvé une fuite sous l'un des gros palmiers. On l'a réparée, mais même une fois réparée, le trust a refusé de continuer à assurer la maintenance de la maison, à payer les factures d'électricité ou les taxes municipales. La fondation Nelson Mandela a aussi fait l'objet ces dernières années de controverses. Soupçonné de corruption, son directeur a dû démissionner. Ce chercheur, présent depuis sa création, assure que Madiba s'inquiétait déjà peu avant sa mort du devenir de la fondation. J'ai passé beaucoup de temps avec Madiba à regarder les rapports faits sur la corruption ou les terribles échecs quant à la délivrance des services de base. C'est dans ce contexte que j'ai vu et entendu sa douleur. Quand on voit en 2023 où on se trouve aujourd'hui, cela me fait tellement de mal. Madiba avait entrepris avant sa mort la construction de cet hôpital pour enfants. Il contient 220 lits, mais il ne fonctionne aujourd'hui qu'à moitié de sa capacité. Le service d'oncologie est fermé. Le gouvernement n'a pas les moyens d'augmenter ses subventions. Les patients frappent à la porte. On nous envoie des enfants que nous ne pouvons pas admettre. On est pourtant sûr que si nous avions les fonds, nous pourrions nous développer. Depuis la mort de Mandela, en 2013, ces institutions ont beaucoup de mal à collecter des fonds. Toujours prêt à envoyer des cadeaux, il était pour ces établissements qui portent son nom un véritable Père Noël. En début de mois, l'UNESCO a inscrit la gravure sur métaux à son patrimoine immatériel, une candidature portée par 10 pays arabes, dont ceux du Maghreb. Mais en Tunisie, au Maroc et en Algérie, cette technique ancestrale a bien du mal à perdurer, car trop peu valorisée. Le récit de Clémence Valère. La gravure manuelle nord-africaine sur les métaux. Un art qui perdure depuis des siècles, mais qui a du mal à trouver des apprentis locaux. Il y a beaucoup de demandes pour l'artisanat du cuivre, mais le problème est qu'il y a très peu de personnes qui savent le travailler. La diversité des techniques actuelles résulte de croisements entre la civilisation islamique, les traditions méditerranéennes, de l'héritage berbère et des influences venues d'Orient. Début décembre, le savoir-faire maghrébin a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, porté par une dizaine de pays arabes, dont la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Toutefois, le soutien gouvernemental pour cet art varie d'un pays à l'autre. Si au Maroc, la majorité des ciseleurs opèrent désormais dans des ateliers modernes, ce n'est pas le cas pour leurs homologues libyens. Dans un pays plongé dans le chaos depuis 2011, le manque de soutien des autorités se fait sentir. J'ai eu 2 ou 3 garçons en tant qu'apprentis à qui j'ai enseigné le métier. Mais à quoi bon leur apprendre le métier pour qu'ils restent sans rien faire ou pour qu'ils ne puissent pas travailler et en vivre? Ce n'est pas la peine. En Tunisie, des artisans tentent de former les artistes de demain en dispensant des cours et des stages. Si traditionnellement les techniques de gravure se transmettent de père en fils, la majorité des élèves de cet homme sont des femmes.
Nous sommes là pour leur apprendre les bases du métier, le fonctionnement de la gravure et de la soudure, ainsi que la méthode d'assemblage et de finition. Ensuite, ils sont libres de graver ce qu'ils veulent en créant un objet qui reflète notre époque. Même si pour certains, l'obtention du label de l'UNESCO ne changera pas la situation immédiate, elle encourage les artisans à préserver ces techniques ancestrales. Le 13 janvier prochain signe le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. La 34e édition aura lieu cette fois-ci en Côte d'Ivoire et les supporters ivoiriens trépignent déjà d'impatience. Nos correspondants Julia Guggenheim et Damien Kofi ont suivi des membres du Comité national de soutien aux éléphants, une véritable institution dans le pays. Regardez leur reportage. Dans l'enceinte du Palais des Sports de Trècheville à Abidjan, ils s'entraînent pour la CAN. Mais ces sportifs ne joueront pas au football. Les membres du Comité national de soutien aux éléphants se maintiennent en forme pour soutenir leur sélection nationale. À chaque match, pendant 90 minutes, ils dérouleront les chorégraphies et les chants qu'ils travaillent ici depuis des mois. Je serai tout le temps au terrain, même si je ne vais pas avoir le temps de suivre le match comme il se doit, parce que je ne serai pas comme ça en train de regarder. Nous sommes supporters, on a des mouvements à suivre, on a de la chorégraphie, il y a tout ça. Donc, mais quand même, de temps en temps, j'aurai le temps de jeter un coup d'œil, voir quand même quelques actions. Dernier préparatif également pour la fanfare qui parfait ses mélodies. On crée les chansons en fonction des matchs. Il faut animer parce que le supporter que nous sommes le moteur du joueur qui est sur la pelouse. Le Comité national de soutien aux éléphants n'est pas un club de supporters comme les autres. Placé sous l'égide du ministère des Sports, son président est nommé par arrêté ministériel. Ce jour-là, le comité reçoit de la part de l'Assemblée nationale un don en nature de matériel. L'occasion pour son président de lier politique et football. Il n'y a plus de BT, de Baoulé, de Sénoufo, de Koyak, il n'y a plus de RHDP, de PDCI, de PPAC. Il y a que la Côte d'Ivoire doit gagner. Pour le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, une victoire lors de cette 34e édition serait historique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.